Étienne Rameau se redressa brusquement sur la civière, les yeux écarquillés, comme si les mots qu'il venait d'entendre ne pouvaient appartenir à la réalité. Vous êtes en train de me dire que j'ai 5 jours à vivre? Le docteur Hernandez posa lentement le dossier médical sur la table. Son regard était empreint d'un sérieux glacial, celui de ceux qui annoncent la sentence irrévocable. Insuffisance rénale terminale aiguë, monsieur Rameau. Vos reins sont pratiquement hors service. Sans une greffe immédiate, votre corps ne tiendra pas au-delà de 5 jours. Étienne éclata d'un rire nerveux et se leva d'un bond, comme si ce simple élan de vitalité pouvait contredire le verdict implacable. Mais je vais bien. Je suis venu pour un simple check-up, pas parce que je me sentais malade. C'est justement là le piège, répondit calmement le médecin. Les symptômes restent souvent silencieux, jusqu'au dernier stade. Vos reins ne fonctionnent plus qu'à 10%. Une sueur froide perla sur le front d'Étienne. Il passa la main dans ses cheveux, luttant contre l'angoisse qui lui étreignait la poitrine. Et une greffe? J'ai de l'argent, docteur. Je peux payer ce qu'il faut, je peux. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Rameau. Il nous faut un donneur compatible. Avez-vous de la famille proche? Des frères, sœurs, enfants? La question tomba dans le silence comme une pierre dans un puits. Étienne baissa les yeux, les mâchoires serrées. Je n'ai pas de famille, murmura-t-il. Enfin, si, j'en ai eu, mais on ne se parle plus. Mes parents sont morts. Pas de frères. Pas d'enfants. Le docteur fronça les sourcils, incertain. Vous en êtes absolument sûr? Il arrive que certains patients. Je n'ai pas d'enfants, s'écria Étienne, soudainement sur la défensive. Vous pensez que je l'ignorerais? Excusez-moi. Je comprends que cette nouvelle soit déroutante. Étienne retomba sur la chaise, comme vidé de toute énergie. Une question s'échappa de ses lèvres, presque un soupir. Quelles sont mes options? Nous pouvons vous inscrire en urgence sur la liste de greffe, mais, je préfère être honnête, les chances de trouver un donneur compatible en 5 jours sont quasiment nulles. Quasiment nulles, ou nulles tout court? Quasiment nulles. Il ferma les yeux. C'était la première fois que l'argent, les réseaux, le pouvoir ne suffisaient pas. Tout ce qu'il avait bâti semblait soudain dérisoire. Et si je payais quelqu'un pour donner un rein? C'est illégal. Et même si c'était envisageable, les tests de compatibilité prennent plusieurs jours, au minimum une semaine. Il se leva et marcha lentement vers la fenêtre. En contrebas, la ville s'agitait. Les voitures, les passants, les klaxons, la vie. Et lui, il n'avait plus que 5 jours. 120 heures. Vous ne comprenez pas, docteur. Je suis Étienne Rameau. Je possède des entreprises, des immeubles, des parts dans tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne peux pas mourir comme ça. L'argent ne peut pas tout acheter, monsieur Rameau. Que me suggérez-vous alors? Recherchez vos proches. Un cousin, un oncle, un neveu, ou peut-être, avez-vous déjà donné votre sperme? Quoi? S'indigna Étienne. Jamais. Vous croyez que je suis ce genre d'homme? Je ne fais que chercher des pistes. Parfois, des histoires de familles oubliées réapparaissent. Des enfants nés de relations passées. Étienne se pencha vers lui, la voix grave, chargée de rancune. J'ai 40 ans. J'ai vécu exactement comme je l'entendais. Pas de mariage, pas d'enfant. Ma famille? Ils m'ont trahi. Et moi, je les ai abandonnés. Voilà où j'en suis. Depuis combien de temps n'avez-vous pas parlé à votre famille? Des années. Trop d'années. Et si vous les recontactiez? Vous n'avez rien à perdre. Étienne jeta un coup d'œil à sa montre. 15h47, il lui restait 120 heures. Un sablier invisible venait de se renverser. Puis-je emporter les résultats des analyses? Bien sûr. Et voici une ordonnance pour soulager les symptômes. Ce ne sont que des soins palliatifs. Ce qu'il vous faut, c'est une greffe. Étienne prit les papiers d'une main tremblante, salua d'un signe de tête et quitta le cabinet, le pas lourd. Pour la première fois, son pouvoir n'avait aucune prise sur ce qu'il attendait. Une fois dans son pantouse, il claqua la porte. Le silence lui donna la nausée. L'écho des talons sur le marbre sonnait creux, comme sa vie. Il se dirigea vers le bar, versa un whisky,
le regard perdu dans les lumières de la ville qui se reflétaient sur les baies vitrées. 5 jours, murmura-t-il. En bas, des milliers de gens rentraient chez eux. Lui était prisonnier de ses tours d'argent et de solitude. Il attrapa son téléphone. Centaines de contacts. Clients, partenaires, fournisseurs. Aucun n'en évoquait un lien du sang. Ni même une amitié vraie. Il appela sa secrétaire. Carmen ? Monsieur Rameau, il est tard. J'ai besoin que tu annules tous mes rendez-vous de la semaine. Tous ? Bien, je m'en occupe. Et, vous allez bien ? Contacte aussi Lopez et associés. Je veux les voir demain matin. Les avocats ? Un problème légal ? Ne pose pas de questions. Fais-le, c'est tout. Il raccrocha. Son souffle était saccadé. Il ouvrit un tiroir dans son bureau. Une photo ancienne, jaunie par le temps. Lui, enfant, entre ses parents et sa sœur, Sophia. Tous souriaient. Sophia. Elle s'était mariée jeune, était partie vivre à Guadalajara. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était aux obsèques de leurs parents, 12 ans plus tôt. Une dispute, des mots blessants, des silences qui avaient duré des années. Il composa le service de renseignement. Je cherche Sophia Rameau de González. Guadalajara. Je ne trouve rien à ce nom, essayez peut-être avec González tout court ? Essayons. Sophia González ? J'en ai 3, l'une d'elles vit à San Pedro Tlaquepaque. Il raccrocha, l'estomac noué. Il ne savait même pas où vivait sa propre sœur. Ignorait si elle était toujours mariée. Si elle vivait encore. Il se laissa tomber dans le fauteuil. Comment un homme aussi puissant pouvait-il être aussi seul ? Il pensa à Anna, la dernière femme qu'il avait aimée. 3 ans ensemble. Elle voulait des enfants, une maison, une vie à deux. Lui ne voulait que conquérir le monde. Elle avait fini par partir. Elle était mariée maintenant. 2 enfants. Sans réfléchir, il appela. Allô ? Anna, c'est Étienne. Un long silence. Qu'est-ce que tu veux ? Te parler. Juste quelques minutes. Il est 10 heures du soir, Étienne. Je suis avec ma famille. C'est important. Personnel, pas professionnel. Encore un silence. Tu es toujours là ? Oui, mais je ne sais pas si je veux entendre ce que tu vas me dire. S'il te plaît. Très bien. 5 minutes. Pas plus. Je ne comprends pas pourquoi tu veux me parler, après tout ce temps. 5 ans de silence, Étienne. Pourquoi maintenant ? On peut se voir demain, Anna ? Juste 1 heure. Étienne ? Je suis marié. J'ai une autre vie aujourd'hui. Je comprends. J'ai juste besoin de parler. À quelqu'un. À quelqu'un ? Tu n'as pas d'amis ? La réplique tomba comme un coup de poignard. Cruelle, parce qu'elle était vraie. Il n'avait plus personne. S'il te plaît, Anna. 1 heure, rien de plus. Non, Étienne. Ce qu'on a vécu appartient au passé. C'est terminé depuis longtemps. Il se figea, puis laissa échapper d'une voix rauque, brisée. Je ne peux pas te forcer, mais je suis en train de mourir. Les mots s'étaient échappés sans qu'il le veuille. Trop tard pour les retenir. Quoi ? Il me reste 5 jours à vivre. Pas plus. Je souffre d'une insuffisance rénale terminale. Sans greffe, c'est fini. Et je n'ai personne. Un silence, lourd, glacial. Étienne ? Si c'est une mauvaise blague. Ce n'est pas une blague. J'ai les résultats médicaux. Je peux te les envoyer si tu veux. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as exactement ? Mes reins sont morts. J'ai besoin d'un donneur compatible. Et je n'ai ni frère, ni sœur, ni enfant. Rien. Et qu'est-ce que tu attends de moi ? Je ne sais pas. J'imagine que je ne veux pas mourir seul. Anna soupira profondément. Je suis désolé, vraiment. Mais je ne peux pas me mêler à ça. J'ai une famille maintenant, une stabilité, un équilibre. Je ne peux pas tout risquer pour revenir dans ton chaos. Je comprends. J'espère que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Adieu, Étienne. Elle raccrocha.
Étienne resta figé, le téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran désormais noir. Même Anna, la femme avec qui il avait partagé 3 ans de vie, refusait de lui accorder une heure, un regard, un adieu. Il se leva, traversa lentement le salon et ouvrit la fenêtre. La ville s'étendait sous ses yeux, étincelante, animée. Mais lui n'y appartenait plus. Il était devenu un étranger dans sa propre existence. Demain, il chercherait une solution. Il mobiliserait tout ce qu'il avait, argent, influence, volonté. Détective, généalogiste, tout. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à pleurer. À 6 heures du matin, Étienne était déjà dans le bureau du cabinet Lopez et Associés. Il n'avait dormi que 2 heures, mais une énergie désespérée l'animait. Monsieur Rameau, dit maître Lopez, un avocat aux cheveux argentés et aux lunettes dorées, je suis sincèrement navré de votre situation. Mais, que voulez-vous exactement de nous? Que vous engagiez des détectives privés, des experts en généalogie, n'importe qui. Il faut retrouver un membre de ma famille, quelqu'un de compatible. J'ai besoin d'un donneur. Jusqu'à quel degré de parenté devons-nous chercher? Tous. Cousins, oncles, neveux, même par alliance. Et peu importe le prix. Le budget est illimité. Vous avez 4 jours. Lopez acquiesça, notant fébrilement. J'aurai besoin d'informations de base, nom de vos parents, lieu de naissance, documents d'état civil. Je vous les envoie aujourd'hui. Mais je veux des résultats. Vite. Bien sûr. Je vous recommande également Moreau Investigation. Ce sont les meilleurs en matière de généalogie familiale. Alors engagez-les. Tous. Étienne quitta le cabinet, le cœur tiraillé entre une étincelle d'espoir et une angoisse viscérale. Il n'avait jamais eu à supplier pour survivre. Aujourd'hui, il le faisait. De retour chez lui, il vida des tiroirs oubliés, fouilla des dossiers jaunis, retrouva des certificats de naissance, des lettres, des vieilles photos. Puis son téléphone vibra. Monsieur Rameau? Je suis le détective Moreau. Maître Lopez m'a informé. À quelle vitesse pouvons-nous travailler? La plus rapide possible. J'ai une équipe de 5 personnes. On peut vous donner un premier rapport sous 24 heures. Parfait. Vous avez besoin de quoi? De toutes les données familiales que vous possédez. Et, je dois également savoir si vous avez pu avoir des enfants, reconnus ou non. Étienne se figea. Pardon? Des enfants, monsieur. Des relations passées qui auraient pu mener à une grossesse. Ce n'est pas rare. Je ne pense pas. Je n'ai pas d'enfant. Mon travail est d'explorer toutes les pistes. Pourriez-vous établir une liste de vos relations significatives des 20 dernières années? Il soupira, honteux. Il n'avait pas le choix. Il nota des noms, Anna bien sûr. Avant elle, Patricia, 2 ans. Puis Monica. Et soudain, un nom remonta du passé, Marianne Laurent. Ils étaient restés ensemble à peine 6 mois, il y a 13 ans. Elle était serveuse dans un restaurant chic où il avait ses habitudes. Belle, vive, spontanée. Mais il l'avait jugée trop simple, trop ordinaire, pour son univers. Il se souvenait de leur dernière conversation. Elle semblait inquiète. Étienne, je dois te dire quelque chose. Si c'est à propos de nous, tu connais ma réponse. Ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de moi. Il avait soupiré, déjà agacé. On ne vient pas du même monde. Et ça ne fonctionnera pas. Je suis enceinte. Les mots avaient flotté dans l'air, irréels. Il l'avait fixé, incrédule. Tu en es certaine? Je suis allé chez le médecin aujourd'hui. 6 semaines. Et c'est de toi. Il avait explosé. La colère, la peur, le déni. Comment oses-tu? J'ai besoin de preuves. Sors d'ici. Et il était parti. Il avait changé de restaurant. Évitait désormais le quartier. Et quand elle lui revenait en tête, il se persuadait, si elle avait vraiment été enceinte, elle l'aurait recontacté. Mais aujourd'hui, face à la mort, il doutait. Il appela Moreau. Ajouter un nom à la liste, Marianne Laurent. On s'est fréquenté il y a 13 ans. Elle travaillait au restaurant La Sianda, dans la zone arrose. Bien noté. Autre chose? Oui.
La dernière fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Et j'ai rompu. Elle ne vous a jamais recontacté? Non. Mais j'ai changé de numéro, j'ai déménagé. J'ai voulu éviter le drame. Je comprends. Je vais la rechercher en priorité. Si elle a eu un enfant, nous le découvrirons. Étienne raccrocha. Il se laissa tomber dans son fauteuil, brisé. Pour la première fois en 13 ans, il se demanda si Marianne avait dit vrai. Et pour la première fois de sa vie, il eut peur d'avoir commis la plus grande erreur de son existence. À 2 heures du matin, son téléphone sonna. Il était déjà éveillé, fixant le plafond, prisonnier de ses pensées. « Monsieur Rameau ?» C'est Moreau. J'ai retrouvé Marianne Laurent. Étienne se redressa d'un bond. « Vous l'avez retrouvée ? Je suis désolé. Elle est morte il y a 3 ans. Accident de voiture. » Son cœur se serra. « Morte ? Oui, monsieur. Mais ce n'est pas tout. Elle a bien eu une fille. Lucie Rameau Laurent. Née le 15 mars 2011. Lucie. Une fille. 13 ans. Presque 14. Où est-elle? C'est là que ça se complique. Après le décès de sa mère, elle a été placée à l'orphelinat Maison Espérance. Mais, elle s'est enfuie il y a 1 an et demi. Quoi? Enfuie? Elle avait à peine 11 ans. Oui. Et depuis, aucune trace officielle. Mais, nous pensons qu'elle est toujours en vie. Nous avons interrogé des travailleurs sociaux. Certains l'auraient aperçue dans le quartier de Saint-Michel. Étienne se leva, commença à marcher frénétiquement. Trouvez-la. Je vous en supplie. Si elle est ma fille, je dois la voir. Avant qu'il ne soit trop tard. Nous mettons tout en œuvre. Nous la retrouverons. Il raccrocha. Et s'effondra à genoux. Pour la première fois, la mort n'était plus sa pire peur. C'était l'idée de ne jamais poser les yeux sur sa fille. Les policiers du secteur avaient reçu plusieurs signalements inquiétants. Une fillette, correspondant à la description de la fille d'Étienne, aurait été aperçue errant dans les rues du centre-ville. Non seulement elle y survivait seule, mais selon de nombreux témoignages, elle s'occupait également d'un bébé, un petit garçon âgé d'environ 1 an. Étienne sentit son cœur se figer. Un bébé? Les services sociaux avaient tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec elle, mais la fillette se montrait rusée et insaisissable. Elle connaissait la ville comme sa poche, savait disparaître dans ses interstices, esquiver les regards, comme une ombre parmi les ombres. « Êtes-vous sûr qu'il s'agit de ma fille ?» demanda Étienne, la voix tremblante. « Nous avons une photo provenant de l'orphelinat » répondit l'agent. « Je vous l'envoie. » Quand l'image s'afficha sur son téléphone, Étienne cessa de respirer. Les yeux de l'enfant étaient les siens ou plutôt ceux de sa mère, verts et profonds, lumineux comme du verre poli par la mer. Ses cheveux châtains rappelaient ceux de Marianne, mais les traits étaient les siens. Étienne sentit ses jambes vaciller. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Vous la reconnaissez ? C'est moi à son âge. C'est elle. C'est ma fille. Nous aurions aimé la retrouver plus tôt, monsieur. Mais vous savez, il y a des milliers d'enfants dans la rue. Et celle-ci, elle est vive, insaisissable. Le système est saturé. Où l'a-t-on vue pour la dernière fois? Près du marché de San-Rouen. Il y a un refuge où certains enfants dorment les nuits de pluie. Étienne jeta un coup d'œil à sa montre. Peu importe l'heure. Il ne pouvait pas rester là. J'y vais, dit-il. Monsieur, ce n'est pas prudent. Si elle voit un inconnu, elle s'enfuira. Vous risqueriez de la perdre pour de bon. C'est ma fille. Il me reste 3 jours. 3 jours pour la retrouver. Je comprends votre détresse, monsieur. Mais laissez-moi vous aider. J'ai une collègue, Rose Martinez. Une travailleuse sociale. Elle a déjà été en contact avec l'enfant. Elle est joignable? Pas à cette heure-ci. Mais dès le matin, je vous le promets. Étienne raccrocha. Il resta un long moment à contempler la photo. Sa fille. 13 ans. Perdue dans les rues. Mère adoptive d'un nourrisson sans défense. Il se sentit pris de nausées pas à cause de la maladie qui dévorait ses reins, mais à cause de la honte. Pendant que lui vivait dans l'opulence, sa fille avait grandi sans père, sans sécurité, sans amour.
Il composa un autre numéro. Docteur Hernandez. C'est Étienne Rameau. Monsieur Rameau? Il est tard, très tard. On a retrouvé ma fille. Une potentielle donneuse. Je croyais que vous n'aviez pas d'enfant? Je viens tout juste d'apprendre son existence. Elle a 13 ans. Très bien. Amenez-la dès demain matin pour faire les tests de compatibilité. Il y a un problème. Elle vit dans la rue. Je dois d'abord la retrouver. Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de votre fille? Absolument certain. Si elle est compatible, nous aurons besoin d'une autorisation judiciaire. Et d'une évaluation complète de son état physique et psychologique. Combien de temps cela prendrait? Si tout s'aligne, la greffe pourrait avoir lieu dans les 48 heures. Un espoir brûlant jaillit dans la poitrine d'Étienne, aussitôt refroidi par la réalité, il devait retrouver une enfant farouche, disparue dans une ville de 10 millions d'habitants. Il s'habilla en hâte, grimpa dans sa voiture et prit la direction du centre-ville. En chemin, il pensa à Marianne. Elle était morte sans qu'il sache qu'elle lui avait donné une fille. Une enfant qu'elle avait élevée seule, avec ses forces et ses failles. Pendant qu'il empilait les contrats et les hôtels de luxe, elle luttait, chaque jour, pour nourrir leur fille. Maintenant, cet enfant devenait son dernier espoir. Mais plus encore, elle représentait la seule chance de se racheter, de réparer ce qui pouvait encore l'être. Le marché de San Juan s'animait à l'aube. Les commerçants installaient leurs étals, les cris fusaient, les odeurs montaient, mais Étienne ne voyait qu'un visage, celui de sa fille, portant un bébé dans ses bras. Son téléphone vibra. Monsieur Rameau? Ici Rose Martinez. J'ai été prévenu par Moreau. Je sais tout. Vous pouvez m'aider à la retrouver? Je peux essayer. Mais vous devez comprendre, Lucie ne fait confiance à personne. Elle a eu de très mauvaises expériences. Des abus, à l'orphelinat. C'est ce qui l'a poussée à fuir. Depuis, elle vit avec d'autres enfants errants. Ensemble, ils ont recréé une forme de famille. Où pourrions-nous la trouver? Elle fréquente 3 endroits, le marché, le parc Alameda, et les tunnels du métro. Mais elle se déplace souvent. Et puis il y a le bébé. Vous savez quelque chose sur lui? Sa mère est morte d'une overdose il y a 6 mois. Lucie l'a recueilli. Elle s'en occupe comme s'il était son propre frère. Ce bébé, c'est son monde. Ils se retrouvèrent à l'entrée du marché. Rose était une femme d'allure simple, les traits fatigués mais l'allure ferme. Comment vais-je la reconnaître? Cheveux châtains attachés, une queue de cheval. Une veste rouge trop grande. Le bébé a les cheveux blonds. Il ne tient pas encore debout. Vous êtes sûr que c'est ma fille? Elle lui montra une photo. Étienne sentit sa gorge se nouer. L'expression du visage, il se revit lui-même à son âge, cette même intensité dans le regard, cette même solitude farouche. C'est elle, murmura-t-il. Monsieur Rameau, Lucie ne croira pas un mot de ce que vous direz tant que vous ne serez pas vrai. Elle détecte les mensonges au premier souffle. Que me conseillez-vous? Patience. Et sincérité. Rien d'autre. Ils s'engagèrent entre les étals. Étienne se sentait étranger, déplacé, avec son costume et ses chaussures cirées, au milieu de cette marée de pauvreté. Madame Rose. Lança une voix. Un garçon de 10 ans, crasseux, vêtu de haillons, accourut vers eux. Tonneau, comment vas-tu? Bien, madame. Vous cherchez quelqu'un? Lucie. Tu l'as vu? Il jeta un regard suspicieux vers Étienne. C'est qui lui? Un ami. Il doit lui parler. C'est un flic? Non, Tonneau. Pas un flic. Lucie dit de jamais faire confiance aux hommes en costume. Rose tendit quelques billets au garçon. Dis-lui que Madame Rose la cherche. Que c'est important. Je sais pas. Elle a quitté son coin habituel. Les services sociaux sont passés hier. Le cœur d'Étienne se serra. Chaque heure comptait. Où d'autres pourrait-elle aller? Parfois, elle va à l'église Saint-Hippolyte. Là-bas, elle donne à manger au bébé. À quelle heure? Vers 14 heures. Quand il distribue le repas. Étienne regarda sa montre. Il était encore tôt. L'attente serait longue. Allons-y, dit-il à Rose.
Monsieur Rameau, vous êtes pâle. Vous avez pris vos médicaments? Il porta une main à son visage. Sa peau était jaune cire, ses yeux cernés. Les symptômes empirent, murmura-t-il. Combien de temps vous reste-t-il? 2 jours. Vous êtes sûr de pouvoir tenir? Je dois tenir. Je n'ai pas d'autre choix. Arrivés à l'église, ils rencontrèrent le père Michel. L'homme connaissait Lucie. C'est une enfant extraordinaire, dit-il avec émotion. Malgré sa dureté, elle veille sur les autres comme une grande sœur. Elle ne vole pas. Elle donne. Elle console. Elle pleure rarement, mais quand elle pleure, c'est qu'elle a tout donné. Étienne sentit son cœur chanceler. Il ne savait pas encore comment il allait l'approcher. Ni ce qu'il allait lui dire. Mais une chose était certaine, il ne repartirait pas sans elle. Parce qu'au-delà de la greffe, au-delà du temps compté, il venait de découvrir ce qu'il avait perdu pendant 13 ans. Et il était prêt à tout pour le retrouver. Elle est si jeune, et pourtant, si responsable. Toujours attentive, toujours alerte. Elle veille à ce que le bébé mange avant elle, comme si ce petit être comptait plus que sa propre vie. Elle vient presque chaque jour, sans jamais manquer, mais ces derniers temps, elle semblait troublée, nerveuse, comme si une ombre la suivait. Je crois que quelqu'un la suit, avait murmuré la sœur Rose à Étienne, le regard inquiet. Quelqu'un? Qui? Je ne sais pas. Elle ne m'a pas donné de nom. Mais elle m'a demandé si elle pouvait cacher le bébé ici, à l'église, pour quelques jours. Étienne sentit son cœur s'emballer. Et où est-il maintenant? Je l'ignore. Mais si elle vient aujourd'hui, ce sera entre 2 et 3 heures. L'homme s'assit sur un banc de bois usé, dans un coin tranquille de l'église. Ses mains tremblaient légèrement. La tête lui tournait. Une nausée sourde le saisit. Il respira profondément. Ça va? Demanda Rose, inquiète. Juste, fatiguée. Elle s'assit près de lui, silencieuse quelques secondes, avant de reprendre. Qu'est-ce que tu vas lui dire, quand tu la verras? La vérité. Que je suis son père. Que j'ai besoin d'elle. Et si elle ne te croit pas? J'ai des preuves. Des photos de sa mère, des documents. Et si elle ne veut pas t'aider? Il ne répondit pas. Il n'avait pas osé envisager cette possibilité. L'idée d'un refus le pétrifiait. Il faudra que je la convainque. Comment? Je ne sais pas. Mais je dois essayer. À 14h15, une silhouette apparut au seuil de l'église. Une jeune fille en veste rouge, un bébé levé contre sa poitrine. Étienne se redressa lentement, son souffle court. Était-ce elle? Oui. Aucun doute possible. C'était sa fille. Elle marchait à pas mesurés, les yeux fuyants, comme traqués. Le bébé dormait paisiblement. Étienne sentit son cœur battre à tout rompre. Du calme, murmura Rose. Laisse-moi parler en premier. La jeune fille s'approcha du père Michel, qui lui tendit un sac de nourriture. En échangeant quelques mots avec lui, son regard croisa celui de Rose, puis celui d'Étienne. Son visage se referma aussitôt. Elle recula légèrement. Père, qui sont ces gens? Demanda-t-elle sur la défensive. Lucie, tu connais déjà Madame Rose. Et lui? Pourquoi avez-vous amené un homme en costume? Coupa-t-elle, méfiante. Qu'est-ce qu'il me veut? Rose avança doucement, les mains ouvertes en signe de paix. Bonjour Lucie. J'ai besoin de te parler. Cet homme, il dit qu'il est ton père. Lucie éclata d'un rire amer, presque moqueur. Mon père est mort. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Étienne fit un pas vers elle. Ta mère s'appelait Marianne Laurent. Elle travaillait au restaurant L'Hacienda. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. Comment vous savez ça? Parce que je l'ai aimée quand elle avait 14 ans. Parce que tu es né le 15 mars 2011. N'importe qui pourrait le savoir, répondit-elle, sur la défensive. Étienne sortit son téléphone et lui montra une photo. Voici ta mère, et moi. Il y a 14 ans. Lucie observa l'image, figée. Elle reconnaissait ce visage. C'était bien celui qu'elle avait vu sur les rares photos de sa mère. Et qu'est-ce que vous me voulez? Dit-elle d'un ton sec. Je veux te connaître. Savoir comment tu vas. Te rencontrer enfin, après tout ce temps.
Il s'assit, pour être à sa hauteur. Lucie, jusqu'à il y a quelques jours, je ne savais même pas que tu existais. Comment ça? Ta mère m'avait dit qu'elle était enceinte. Je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'elle me manipulait pour que je l'épouse. Pourquoi vous ne l'avez pas cru? Parce que j'étais jeune, idiot. Je croyais qu'elle ne voulait que mon argent. Lucie changea le bébé de bras. Et maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Je suis malade, Lucie. Gravement malade. Qu'est-ce que vous avez? Mes reins ne fonctionnent plus. J'ai besoin d'une greffe. Sinon, je vais mourir. Elle resta silencieuse. L'air était lourd, chargé d'un poids invisible. Et ça a un rapport avec moi. Il me faut un donneur. Quelqu'un de ma famille. Un long silence s'installa. Vous voulez que je vous donne un rein? Seulement si tu es compatible. Et seulement si tu le veux. Et si je ne veux pas? Alors je mourrai. Mais je ne te forcerai jamais. Il vous reste combien de temps? 2 jours. Lucie baissa les yeux vers le bébé dans ses bras. Et si j'accepte? Qu'est-ce que vous ferez pour Théo? Théo? C'est mon frère. Enfin, pas de sang, mais, c'est comme mon frère. Sa mère est morte. Je m'occupe de lui depuis. Si tu m'aides, je vous aiderai tous les deux. Une maison, de la nourriture, des vêtements, une éducation. Et où est le piège? Il n'y en a pas. Il y en a toujours un. Étienne vacilla. Il s'accrocha au dossier du banc. Le père Michel s'approcha. Ça va? J'ai juste besoin de m'asseoir, murmura-t-il, blême. Lucie l'observait. Il avait vraiment l'air malade. Vous allez vraiment mourir? Oui. Et si je vous donne un rein, je m'en sortirai? Oui. On peut vivre parfaitement avec un seul rein. Mais ça fera mal? Oui, un peu. Mais tu iras bien. Lucie regarda par la fenêtre. La pluie commençait à tomber. Une pluie fine, insistante. Pourquoi devrais-je vous aider? Parce que tu es ma fille. Parce qu'on partage le même sang. Vous m'avez abandonné avant même ma naissance. Tu as raison. J'ai été un lâche. Et maintenant que vous avez besoin de moi, vous réapparaissez. Oui. C'est égoïste. Je le sais. Elle s'approcha, planta son regard dans le sien. Comment puis-je être sûr que vous ne m'abandonnerez pas encore? Parce que je n'en aurai plus l'occasion. Si tu me sauves, je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner ces 14 années. Et si je ne le fais pas? Alors je mourrai en sachant que ma fille est bien plus courageuse que moi. La pluie redoubla. Lucie regarda Théo qui s'agitait. Je dois le mettre à l'abri. Où vivez-vous? Partout et nulle part. Là où on peut. Viens chez moi. Pour cette nuit. Et demain. On décidera demain. Vous me promettez que si je dis non demain, vous nous laisserez en paix? Je te le promets. Elle regarda le bébé, qui commençait à pleurer. Théo a faim. Et il pleut fort. Alors? C'est un oui. Pour cette nuit. Pour le reste, je verrai demain. Étienne se réveilla sur son canapé à 5 heures du matin. Il n'avait pas fermé l'œil. Il avait insisté pour que Lucie et Théo dorment dans la chambre d'amis. Mais lui, n'avait fait que penser. Il se leva lentement. Chaque geste était douloureux. Le temps pressait. En entrant dans la cuisine, il la trouva là. Lucie. Assise, donnant le biberon à Théo. Elle leva les yeux. Tu es réveillé depuis longtemps. Je n'ai pas bien dormi. Je ne suis pas habitué au vrai lit. Et Théo? Mieux. Il avait de la fièvre cette nuit, mais c'est passé. Étienne s'assit. Il but une gorgée d'eau. Tu as décidé? Je veux des preuves. Que vous êtes bien mon père. Quel genre? Un test ADN. Lucie, on n'a pas le temps. Ça prend une semaine. Alors comment je peux être sûr que vous dites la vérité? Il lui montra d'autres photos. Voilà ta mère, à ton âge. Là, c'est elle et moi. Et ici, c'est chez moi, là où on s'est rencontrés. Elle les observa longuement. Pourquoi vous ne l'avez pas cherché après? J'ai cru qu'elle mentait.
Et je me suis convaincu que si elle avait été enceinte, elle m'aurait trouvé. Elle vous a cherché. Il leva les yeux, stupéfait. Quoi? Elle m'a dit, quand j'avais 8 ans, qu'elle avait essayé. Mais vous aviez changé de numéro. De travail. Vraiment? Elle disait que vous ne vouliez pas de nous. Il se sentit comme foudroyé. Je ne savais pas. Si j'avais su, je ne vous aurais pas abandonné. Comment je peux en être sûr? Tu ne peux pas. Mais tu peux me laisser une chance de te le prouver. Théo se mit à pleurer. Lucie le prit, tapotant doucement son dos. Tu vois comment je m'occupe de lui? Étienne acquiesça, les larmes aux yeux. Oui. Et tu es merveilleuse. Ma mère me répétait sans cesse qu'on ne laisse jamais tomber sa famille. Que le lien du sang n'est pas ce qui fait d'un être un proche. Ce qui compte, c'est l'amour. C'est la fidélité. C'est la présence quand tout s'effondre. C'est ce que j'ai appris d'elle, et c'est ce que je vis aujourd'hui. Tu as raison, Théo n'est pas mon frère de sang. Mais il est mon frère. Et jamais, je ne l'abandonnerai. Elle hocha la tête, grave. Est-ce que vous prendrez soin de moi, comme je prends soin de Théo? Oui. Sans aucune hésitation. Et si je change d'avis? Si, après l'opération, je décide de partir? Alors je te laisserai partir. Mais j'espère de tout cœur que tu me laisseras une chance. Une chance de te connaître, de t'aimer comme un père. Lucie se leva lentement et s'approcha de la fenêtre. Le ciel s'éclaircissait à l'horizon. L'aube pointait, timide et fragile. Est-ce que l'opération fait mal? Demanda-t-elle, sans détourner les yeux du soleil naissant. Les médecins disent que oui, mais que la douleur s'efface, qu'on se sent mieux après. Et vous irez bien si on est compatible? Oui. Je pourrai vivre. Et si on ne l'est pas? Alors, j'accepterai mon destin. Elle se tut de longues minutes, le regard figé dans l'inconnu. Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Bien sûr. Qui veux-tu appeler? Le père Michel. C'est la seule personne en qui j'ai confiance. Appelle-le. Elle saisit son vieux téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Père Michel? C'est Lucie. Oui, je vais bien, mais j'ai besoin d'un conseil. Vous pouvez venir? Elle donna l'adresse, raccrocha, et serra son téléphone contre sa poitrine. Tu lui as dit quoi? Que j'ai besoin d'aide pour prendre une décision. Et s'il te dit de ne pas le faire? Alors je ne le ferai pas. 1 heure plus tard, le père Michel arriva. C'était un homme d'une 60aine d'années, au regard doux, aux cheveux gris, dont la présence inspirait une paix immédiate. Lucie, comment vas-tu? Je suis perdu. Père, voici mon père, enfin, c'est ce qu'il dit. Le prêtre s'assit doucement à côté d'elle. Que veux-tu que je fasse? Je veux savoir si c'est juste, de risquer ma vie pour quelqu'un qui ne s'est jamais occupé de moi. Et que te dit ton cœur? Qu'il a peur. Mais aussi, qu'il ne veut pas qu'il meure. Et pourquoi ne veux-tu pas qu'il meure? Parce que c'est mon père. Et parce que Théo a besoin d'un père aussi. Le père Michel tourna alors son regard vers Étienne. Et vous? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle ne me doit rien. Rien du tout. Mais si elle décide de m'aider, alors ce sera le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais offert. Êtes-vous prêt à être le père dont ils ont besoin? Oui. De tout mon cœur. Même si Théo n'est pas votre fils? Même dans ce cas, oui. Le père Michel se leva lentement, comme alourdi par la gravité du moment. Lucie, je vais te dire quelque chose que ma grand-mère me disait souvent. Parfois, Dieu nous met dans des situations difficiles, pas pour nous punir, mais pour que des blessures anciennes puissent enfin guérir. Quelles blessures? Les siennes, de n'avoir jamais été père. Et les tiennes, de n'avoir jamais eu de père. Un silence épais s'installa. Puis Lucie murmura. Vous pensez que je devrais le faire? Je pense que tu dois écouter ton cœur. Elle tourna la tête vers Théo qui, assis par terre, faisait rouler une petite voiture jaune entre ses jambes. Promettez-moi qu'on sera une vraie famille. Je te le promets. Promettez-moi que Théo aura la même chance que moi. Je te le promets. Promettez-moi que s'il arrive quelque chose, vous prendrez soin de lui. Je te le promets. Elle inspira longuement,
ferma les yeux. Alors allons à l'hôpital. 3 semaines plus tard, Étienne se réveilla dans son lit d'hôpital sans douleur. Pour la première fois depuis des mois. Son corps avait accepté le rein. La greffe avait réussi. Lentement, il se leva et marcha vers la chambre d'Accent grave côté. Là, Lucie était assise sur son lit, plongée dans un livre de mathématiques, tandis que Théo construisait une tour de blocs colorés. « Comment tu te sens aujourd'hui ? » ?»« Mieux. J'ai moins mal aux côtés. »« Tu as faim ? » ?»« J'ai toujours faim, » répondit-elle en souriant. « Mais, je ne suis pas habituée à manger 3 fois par jour. »« Vous vous y habituerez, tous les deux. » Étienne s'assit sur le lit et prit Théo dans ses bras. Le petit garçon, maintenant âgé de 14 mois, gazouillait, prêt à marcher. « Papa » balbutia-t-il. Lucie leva brusquement les yeux. « Tu as entendu ? » Il a dit le papa. C'est son deuxième mot. Et le premier ? C'était Lucie. Et comment tu sais qu'il t'appelle Lucie ? Parce que je l'entends, quand on joue. Tu sais, tu es une grande sœur exceptionnelle. Elle se fit soudain plus sérieuse. Tu crois vraiment qu'on est une famille ? Pourquoi tu demandes ça ? Parce que parfois, j'ai l'impression de rêver. Comme si j'allais me réveiller et qu'on serait de nouveau dans la rue. Étienne s'approcha doucement, s'assit près d'elle. Lucie, est-ce que je t'ai déjà menti ? Non. Est-ce que j'ai tenu mes promesses ? Oui. Alors crois-moi quand je te dis que c'est réel. Que nous sommes une famille. Elle resta silencieuse. Tu sais, dit-il, j'ai vécu 40 ans sans enfant. Et maintenant j'en ai 2. C'est différent, oui. Mais ce n'est pas étrange. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu ne travailles plus ? Je travaille de la maison. Seulement quand c'est nécessaire. Mes priorités ont changé. Ta vie d'avant te manque ? Ma vie d'avant, c'était la solitude, le vide. Non Lucie, rien de cela ne me manque. Elle esquissa un sourire. Je peux te poser une question ? Tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas été compatibles ? Je serais mort. Mais je serais mort en sachant que j'ai eu une fille extraordinaire. Et maintenant ? Maintenant, on va être une vraie famille. Tu vas aller à l'école. Théo va grandir. Et moi, je vais apprendre à être le père que vous méritez. Et si je n'aime pas l'école ? On en cherchera une autre. Mais tu dois étudier. Tu es très intelligente. Comment tu sais ? Parce que tu as survécu 1 an et demi dans la rue en protégeant un bébé. Ça demande une intelligence rare. Et je dois porter des robes ? Seulement si tu en as envie. Mais ce qui te fait te sentir bien. Et je peux continuer à voir le père Michel ? Bien sûr. Il est important pour toi. Théo se rapprocha, titubant, et s'agrippa à la jambe d'Étienne. Papa. Oui, Théo. Je suis ton papa. Et lui aussi, il ira à l'école ? Quand il sera plus grand. Pour l'instant, il ira à la crèche. Et s'il n'aime pas les autres enfants ? Lucie, tu poses beaucoup de questions. Je veux être sûr qu'on sera bien. On sera bien. Je te le promets. Lucie se leva, s'approcha de la fenêtre. Tu sais ce qu'il y a de plus étrange ? Dis-moi. Je n'ai plus peur. Peur de quoi ? De tout. De manquer de nourriture. De dormir dans la rue. D'être enlevé. D'avoir mal. Maintenant, je sais que tu seras là. Que tu nous protégeras, même si je suis de mauvaise humeur. Même là. Même si Théo pleure toute la nuit. Même s'il pleure. Même si parfois je suis triste à cause de ma maman. Surtout dans ces moments-là. Elle se jeta dans ses bras pour la première fois. Il la serra fort, comme pour combler chaque jour perdu. Merci de m'avoir trouvé. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu sais quoi ? Quoi ? Je crois que ma maman est heureuse. Je crois qu'elle voulait qu'on soit une famille. Moi aussi, je le crois. Théo s'approcha, les bras levés. Papa. Étienne le souleva. Et tous trois restèrent là, enlacés devant la fenêtre, regardant la ville qui, soudain, avait pris un tout autre visage. Ce n'était plus un lieu froid et anonyme.
C'était leur foyer. 6 mois plus tard, Étienne poussait la poussette de Théo dans le parc de Chapultepec. Lucie courait devant, fière dans son uniforme d'écolière. « Papa, regarde !» cria-t-elle en pointant les canards du lac. « Théo, regarde les canards !» Le petit garçon applaudissait avec enthousiasme, babillant joyeusement. « Il dit qu'il veut les toucher », traduisit Lucie. « Dis-lui qu'on ne peut que les regarder. » « Je lui ai déjà dit, mais il ne m'écoute pas. » Étienne éclata de rire. Oui. C'était cela, une vraie famille. Il n'aura fallu qu'un regard pour comprendre. En elle, Étienne avait découvert une paternité bien plus authentique que tout ce que ses 40 années d'existence lui avaient appris. Les nuits blanches passées à la consoler après un cauchemar, les devoirs de mathématiques sur la vieille table en bois de la cuisine, les dimanches au parc à jeter des miettes de pain aux canards. Tous ces instants simples avaient redéfini son existence. Papa. Oui, Luc. Ma maîtresse dit qu'on doit faire un projet sur notre famille. Quel genre de projet? Je dois apporter des photos et raconter l'histoire de ma famille. Étienne s'arrêta de marcher. C'était la première fois que Lucie allait devoir parler de son passé devant toute une classe. Son cœur se serra. Et tu comptes raconter quoi? La vérité. Que ma maman est morte, que j'ai vécu dans la rue, et que tu m'as trouvé quand j'étais en train de mourir. Tu n'as pas honte de dire ça? Pourquoi j'aurais honte? C'est mon histoire. Si certains enfants ne comprennent pas, alors, c'est qu'ils ne sont pas mes vrais amis. Étienne s'assit doucement sur un banc du parc, bouleversé par la force tranquille de cet enfant. Lucie vint s'installer près de lui, pendant que Théo, son petit frère, jouait avec ses jouets dans la poussette. « Tu sais ce que ta maîtresse m'a dit la semaine dernière ?» demanda Étienne. « Quoi? Que je suis la meilleure de la classe? » Oui. En 6 mois, tu as rattrapé tout ce que tu avais manqué. C'est parce que j'aime apprendre. Avant, je ne pouvais pas. Je devais toujours m'occuper de Théo. Et maintenant? Maintenant tu m'aides, et Théo va à la crèche. Lui aussi, il apprend plein de choses. Un homme en costume passa devant eux en courant, téléphone collé à l'oreille, parlant d'objectifs, de réunions, de chiffres. « Tu étais comme lui ?» demanda Lucie. « Comment ça? » Toujours pressé. Toujours en train de parler du travail. Étienne sourit tristement. Pire. Je travaillais tous les soirs jusqu'à 22 heures. Et je croyais que ça me rendait heureux. Il marqua une pause. À vrai dire, il l'avait cru, jusqu'à ce que Lucie et Théo lui fassent goûter à un bonheur qu'il n'avait jamais imaginé. Et maintenant, reprit-elle. Maintenant, je le suis. Pour de vrai. Lucie désigna une famille qui passait près d'eux. Les parents se disputaient, les enfants suivaient, la tête baissée. Pourquoi certaines familles crient tout le temps? Parce qu'elles oublient de voir ce qu'elles ont de précieux. Parce qu'elles ne prennent pas soin de leur amour. Nous, on ne va pas se disputer, hein? Si, bien sûr qu'on se disputera parfois. Toutes les familles se disputent. Mais la vraie différence, c'est qu'on se réconciliera toujours après. Comment tu peux être sûr? Parce qu'on s'aime. Et quand on aime vraiment, on trouve toujours un chemin pour se retrouver. Théo s'était endormi dans sa poussette. Lucie se leva, s'approcha doucement, et réajusta sa petite couverture avec tendresse. « Tu sais ce que le père Michel m'a dit hier ?» demanda-t-elle. « Non. »« Quoi ? » ?»« Que vous avez changé depuis que vous nous avez rencontrés. »« Changé comment ? » ?»« Il a dit qu'avant, vous aviez l'air triste, même si vous aviez plein d'argent. Et que maintenant, vous avez l'air heureux. » Étienne acquiesça. Le père Michel avait raison. « Pourquoi vous étiez triste ?» poursuivit Lucie. « Parce que j'étais seule. Parce que j'avais tout ce que je croyais vouloir, une maison, une voiture, une réussite. Mais je n'avais pas ce dont j'avais réellement besoin. Et c'était quoi, ce dont vous aviez besoin? Vous deux. Une famille. » Lucie posa doucement sa tête sur son épaule. « Je peux te dire un secret? Bien sûr, tout ce que tu veux. Parfois, je rêve de ma maman. Et dans mes rêves, elle rencontre Théo, et toi. » Elle sourit. Parce qu'elle voit qu'on n'est plus seul. Étienne sentit sa gorge se serrer. Et qu'est-ce qu'elle te dit dans ses rêves? Que j'ai bien fait de te faire confiance. Qu'elle a toujours su qu'un jour, tu viendrais.
ta maman était très sage. Elle me manque. Elle me manque aussi. J'aurais voulu la connaître davantage. Être là, quand elle t'attendait. Mais on ne peut pas refaire le passé. Non, mais on peut changer l'avenir, non? Oui. Et moi, je compte être là. Chaque jour. Pour tout ce dont vous aurez besoin. Un groupe de cadres passa devant eux, marchant d'un pas pressé vers leur bureau. Tous avaient ce même regard éteint, les yeux fixés sur leur téléphone. Cette villa ne vous manque pas, demanda Lucie. Pas du tout. Pas une seule seconde. Et moi, tu crois que la rue me manque? Bien sûr que non. Alors voilà. Moi non plus, mon ancienne vie ne me manque pas. Parce que cette vie-là, avec vous, elle est 1000 fois meilleure. À ce moment, Théo ouvrit les yeux. Il regarda autour de lui, un peu perdu. Papa? Lucie? Oui Théo, on est là, dirent-ils d'une même voix. Étienne les contempla. Il sentit, au plus profond de lui, que c'était la première fois qu'il goûtait au vrai bonheur. Il n'avait jamais su à quel point il avait besoin d'une famille, d'un foyer, d'un amour inconditionnel. Il comprenait désormais que la richesse ne se mesurait pas à un compte en banque, mais à la chaleur d'une petite main dans la sienne, au sourire d'un enfant, à la tendresse d'un « je t'aime » murmuré entre deux silences. Fin. Merci du fond du cœur de nous avoir accompagnés dans cette bouleversante aventure humaine. L'histoire d'Étienne, de Lucie et de Théo nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce qu'on aime. Elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour guérir, pour aimer, pour fonder une famille. Parfois, les chemins les plus sombres nous mènent aux trésors les plus lumineux. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un que vous aimez. Car peut-être, à travers ces mots, quelqu'un trouvera la force d'ouvrir son cœur à nouveau. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires qui parlent à l'âme, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Dites-nous aussi, en commentaire, de quel coin du monde vous nous écoutez. Ensemble, formons une communauté qui croit encore en la bonté, en la famille, et en la puissance d'un amour qui transforme. À très bientôt pour un nouveau voyage de l'âme.